Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur l'invest. L'idée de cette vidéo, c'est comment établir assez rapidement si un investissement immobilier est rentable ou pas. Donc, on va pas rentrer dans des détails trop techniques sur comment sur Excel, voilà, on fait un tableau et on va prendre en compte tous les éléments qui rentrent en jeu dans l'investissement immobilier pour avoir vraiment un, comment dire, un taux de rentabilité solide et une idée euh, la plus proche de ce qui est la plus proche de la réalité possible de ce que vaut un investissement. Donc comme ce qu'on pourrait faire sur ce tableau-là que j'avais fait. Vous voyez, on prend sur une période en général de 10 ans et on va prendre énormément de choses en compte. Euh, mais aujourd'hui, on va pas faire ça. On va voir comment en 5 minutes top chrono, on peut savoir si un investissement, déjà, ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas. Donc, que ce soit un bien en copro, une maison de rapport, bon, en tout cas, on a identifié un bien immobilier qui nous paraît être potentiellement intéressant pour un investissement. Eh bien, est-ce que on, on songe à investir ou pas? Donc déjà, première remarque préalable avant de rentrer dans la rentabilité, il faut dire qu'il faut toujours faire attention à ce que disent les vendeurs, notamment les agences. Moi, je connais des pratiques dans les agences où, euh, vous avez des biens qui sont un peu rentables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas occasionner des pertes pour l'investisseur, c'est-à-dire qu'on va avoir des rentabilités à 3-4% en net. Mais une rentabilité telle que celle-ci, c'est vraiment pas terrible. Donc, si vous voulez, on va vous dire, ou même inférieur à 3-4% en fait en net. Et en fait, on va vous dire, bah, regardez, j'ai calculé la rentabilité brute de l'investissement. Eh bien, regardez, c'est 8%, 9%. Bon, sauf qu'en fait, quand on regarde le net, c'est plus du tout pareil. Et c'est pas du tout intéressant d'acheter, d'investir. Donc, être vigilant sur ce point. La première chose à faire pour avoir, bah là, c'est vraiment en 1 minute top chrono, une idée de la rentabilité d'un investissement, c'est de calculer la rentabilité brute. C'est-à-dire qu'on prend ce que rapporte annuellement le bien, donc c'est-à-dire les loyers finalement. On divise par le coût d'achat. Et là, il faut bien dire que c'est l'investissement, hein. On ne calcule pas la capitalisation, c'est l'investissement. Donc, combien nous a coûté le bien à acheter, frais de notaire inclus, et aussi si celui-ci nécessite des travaux pendant l'acquisition, eh bien, il faut l'inclure dans ce calcul. Et évidemment, après, ben, on va multiplier par 100 pour obtenir une rentabilité. Ensuite, bon, petit détail, mais ça c'est tout simplement, en gros, si on obtient 5%, ça veut dire que, eh bien, sur 100 euros de gagner au bout d'un an, eh ben, j'aurais gagné 5 euros. Là, le but, c'est quand même de viser un taux de rentabilité qui est attendu sur le marché à un moment donné sur un type d'investissement. Donc évidemment, en tant qu'investisseur, on va toujours vers ce qui rapporte le plus, que ce soit de l'immobilier ou pas de l'immobilier. En tout cas, si on investit dans l'immobilier, on regarde quels sont les taux de rendement qu'on peut attendre sur le marché à tel moment pour savoir si on investit ou pas. Parce qu'il ne faut pas être un espèce d'utopiste qui veut avoir 15% de rentabilité, 20%, mais on ne peut pas être non plus quelqu'un qui pense que investir en dessous des taux de rendement du marché, c'est intéressant. Bon. Ensuite, rentabilité nette, donc c'est la rentabilité brute, mais en fait, on va soustraire dans notre calcul les dépenses courantes. En gros, les dépenses courantes, c'est les charges, eh bien, ce sont les charges immobilières, mais on soustrait de ces charges tout ce qui n'incombe pas au propriétaire, donc à l'investisseur. Donc, eh bien, il faut décompter les charges locatives, tout ce que le locataire paye. Et voilà, nous, on garde toutes les charges qu'on paye. Donc, si c'est un appartement en copropriété, les charges de copro,
toutes les taxes, les honoraires qu'on paye, les assurances. Par exemple, si on a une assurance loyer impayée, une GLI, eh bien on inclut ça dans le calcul. La taxe foncière, oui, mais il faut penser à déduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est l'habitant du bien qui la paye, en l'occurrence le locataire. Ensuite, donc, on va avoir un taux qui sera évidemment inférieur à ce qu'on avait en brut. Et ça se fait aussi assez rapidement. Ensuite, rentabilité nette. Alors, il y en a qui vous disent rentabilité nette avant impôt, rentabilité nette après impôt. Bon, dans les faits, il y a rentabilité nette, il y a rentabilité brute. Si c'est net, c'est que c'est que ce qu'on va toucher réellement. Bon, location nue. Là, en fait, il faut distinguer à ce moment-là de nos calculs. Comme on va inclure l'imposition, les régimes d'impôt, l'impôt qu'on va payer est différent en fait selon le type de location. Donc en général, on loue en non professionnel. Et ce qui se passe, c'est que, là j'ai mis un truc que tout le monde connaît qui est en France, en tout cas, le barème d'imposition. Donc selon votre revenu imposable, le revenu global de votre foyer fiscal, eh bien, vous allez en fait être imposé à certaines tranches. Pour calculer le revenu net foncier, donc on va devoir déduire l'impôt sur le revenu net foncier dans notre calcul pour obtenir la rentabilité nette. Eh bien, on fait tout simplement le pourcentage qui est ici selon notre revenu imposable et on va le multiplier par le revenu net foncier imposable, qui n'est pas le revenu foncier, puisque en fait, quand je vous parlais des recettes brutes annuelles, ces recettes-là, quand on calcule l'impôt, on ne prend pas directement les recettes comme ça. Il faut qu'on abatte soit les charges, soit en fait un pourcentage que l'État propose par les différents régimes fiscaux. Donc ici, par exemple, on a en location nue, on a deux régimes assez simples. On a le micro-foncier. Donc ça veut dire que moins 15 000 € de revenus bruts, ça veut dire qu'en fait, vous devez votre bien, vos revenus fonciers ne doivent pas excéder les 15 000 annuellement. Sinon, eh bien, vous n'avez pas accès au micro-foncier et vous devez déclarer sous le régime réel. Donc là, 30% d'abattement, ça veut dire que vous faites 10 000 de revenus bruts. Vous allez calculer le revenu foncier. Je me trompe tout le temps. Vous allez calculer l'impôt sur le revenu net foncier sur 7 000 seulement, puisque vous êtes abattu de 30%. Donc ensuite, vous allez multiplier la tranche d'imposition, le pourcentage d'imposition par ce revenu imposable, 7 000. Ensuite, vous déduisez dans votre calcul ici en l'occurrence, et vous obtenez le taux net réel, ce que vous allez obtenir en tant qu'investisseur par an. Donc ensuite, le réel foncier, c'est si donc les revenus excèdent 15 000, mais en soi, on a le choix. Donc là, au lieu d'un abattement de 30%, on a un abattement qui correspond en fait aux dépenses courantes. Donc vous faites votre revenu et vous allez soustraire à ce revenu pour calculer l'impôt les dépenses courantes. Donc par exemple, si vous faites des travaux, c'est intéressant d'opter pour un régime réel foncier, puisque vous allez avoir beaucoup de charges à déduire et finalement vous paierez un impôt qui sera extrêmement faible sur votre revenu foncier. Donc ici, j'ai mis un petit récapitulatif pour savoir en fait quel est le régime qu'on choisit pour n'importe quelle imposition. On prend toujours celui qui nous fait payer le moins d'impôts. On compare les deux et puis on regarde en fait après qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc on calcule cette rentabilité et
Donc là, j'avais mis dans le calcul rajouter tout gain ou réduction d'impôt, exemple Pinel. Mais bon, aujourd'hui, comme Pinel, ça se termine là dans quelques mois, j'ai pas mis un exemple avec Pinel. Mais en fait, peut-être que dans les années futures, on aura pour la location nue en tout cas un nouveau dispositif fiscal, une nouvelle niche fiscale. Et donc, dans ce cas-là, il faudra, si on investit en tout cas grâce à ce dispositif, dans le calcul, ajouter et non pas soustraire en fait ce que rapporte cette réduction d'impôt. La location meublée, donc, qui est considérée comme une activité de service au niveau de la comptabilité. Là, ce qu'il faut dire, c'est que donc on raisonne pareil, mais du coup l'imposition est différente. Soit on a soit il y a un régime micro-BIC, et donc là en fait l'abattement il est de 50%. Donc là c'est quand même c'est quand même vachement intéressant. Soit eh bien on a un régime réel, et dans ce cas-là il faut déduire les charges réelles comme le réel foncier. Donc c'est assez similaire, mais sachant que quand on parle du réel BIC, il faut penser à déduire les dotations aux amortissements. Donc ça c'est quoi? C'est simplement que les biens meubles qui composent le logement meublé deviennent vétustes et en fait perdent en valeur chaque année. Donc en fait ça on peut le déduire dans notre calcul. Donc plusieurs meubles qui valent un certain prix, on va appliquer un coefficient et on va calculer en fait, on va réduire leur valeur, et ça va permettre d'économiser en fait de l'argent. On va déclarer moins du coup. On va déclarer moins lorsqu'on parle du revenu imposable. Et ensuite, eh bien aussi, il y a la dotation de l'immeuble, c'est-à-dire on va déduire l'amortissement du prix d'achat de l'immeuble. Mais donc par exemple, là je vous ai mis un petit exemple. Ici, c'est impôts.gouv, ils ont fait un tout petit calcul ici. Donc on a en fait la valeur du logement, le taux d'amortissement. Donc 2% de 150 000 c'est 3 000. Là ils nous disent qu'on a 10 000 de loyer et des charges de 8 000. Donc là il faut soustraire les charges au loyer. On obtient un certain chiffre, et évidemment là comme le montant de l'amortissement, donc ce qu'on peut amortir, est supérieur aux charges qu'on va déclarer. Bon là dans ce cas-là en fait on ne peut pas aller en négatif dans le calcul. Donc il y aura 1 000 € qui resteront déductibles l'année prochaine. Ici j'avais rajouté aussi, parce que j'en avais parlé avant, sur les régimes micro-fonciers et réels fonciers. Ici c'est en 2024, le micro-BIC est à utiliser en fait pour les revenus inférieurs à 77 000 annuels, et au-delà on va être sur le réel. Mais évidemment, si on est en dessous de 77 000, on peut choisir entre le réel ou le micro. Donc là j'ai mis pour aller plus loin. Là c'était un peu une introduction. Je ferai sûrement plus tard une vidéo où en fait on va calculer en détail la rentabilité d'un ou plusieurs investissements. Je ferai des exemples, et en fait on prendra en compte notamment l'effet de levier, donc la dette bancaire, les charges d'intérêt sur la dette, etc. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut faire pour savoir rapidement en fait si un bien à acheter, un bien dans lequel on pourrait investir, serait rentable ou pas. Donc merci pour votre attention et à très bientôt. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.